Bonjour et bienvenue sur Maghreb Intelligence TV. Une nouvelle édition de Maghreb est également. Le monde du renseignement algérien est en ébullition. Sens dessus, sens dessous. Après la diffusion d'enregistrements téléphoniques impliquant certains hauts responsables dans une tentative d'assassinat d'opposants algériens en Europe. Avec nous, nos consultants qui vont nous éclairer sur ce sujet. Deuxième sujet, c'est le sommet arabe d'Alger qui a été reporté sine die sur fond de polémique. Les pays du Golfe ont-ils menacé de boycotter ce sommet arabe ou bien Alger a-t-elle cédé à certains pays qui ne voulaient pas que la Syrie revienne dans le giron de la Ligue arabe? Dernier sujet à traiter dans cette émission, il s'agit de la pandémie des coups d'État qui se propagent en Afrique. Après le Mali, le Soudan, le Tchad, la Guinée, Conakry et en fin de compte le Burkina, l'Afrique de l'Ouest semble la plus touchée, zone d'influence historique de la France. Que se passe-t-il? Quel effet pour la présence française dans la région? Paris est-elle en train de perdre ses bastions 1 à 1? Avec nous dans cette émission, depuis Paris, Abdou Sammar, directeur d'Algérie Part. Depuis Oujda, Walid Kibir, commentateur politique algérien. Depuis Dakar, Lemine Ould Salem, directeur des rédactions d'APA News. Et ici dans le studio, Naïm Kamal, directeur de Quid.ma. Première question, Walid et bien sûr Abdo, les opposants algériens semblent dans la ligne de mire des renseignements. Les pieds nickelés du renseignement algérien ont raté leur opération qui voulait redorer le blason du renseignement algérien. Alors, votre commentaire? Karim, je ne sais pas si je laisse. Vas-y, je laisse Walid ou je commence? Vas-y Abdo, vas-y Abdo. Voilà, je vous remercie d'abord pour m'avoir donné la parole et mes félicitations pour l'équipe du Maroc, pour sa qualification d'ailleurs, au quart de finale. Et j'espère qu'elle pourra aller loin, aussi loin que l'équipe d'Algérie en 2019. Karim, le problème qui se pose avec cette histoire, c'est que je suis impliqué quelque part. Donc j'aurais du mal à analyser objectivement. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est honteux. C'est très, très honteux. C'est même abominable qu'un responsable des renseignements algériens parte mettre en place une cellule parallèle pour essayer de s'en prendre à des opposants algériens et pour carrément nous neutraliser. C'est du jamais vu depuis les années 90. Tout ce que je peux vous dire à ce stade des événements, c'est que des actions judiciaires sont en préparation. Les autorités françaises et belges notamment seront interpellées en attendant des éclaircissements, parce que pour le moment, ça reste un épisode très sombre et nous avons encore du mal à comprendre l'ampleur de cette cellule qui a été déployée entre la France et la Belgique, avec des ramifications jusqu'en Espagne. Donc je pense qu'il est, pour moi, il est nécessaire d'observer un peu de recul et de poursuivre les investigations pour identifier l'ensemble de membres de ce réseau qui, j'espère, devront répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes ici en Europe. Walid Kibir, je crois que dans la liste, il y a le nom de notre ami, notre consultant Abdou Sammar, il y a aussi le nom de Hicham Aboud, le nom de Farhat Menni, Anwar Amalek, je crois. Donc, oui. 6 ou 7 personnes. Mais réellement, qu'en est-il? Tu as des éléments sur cette affaire? Franchement, je suis surpris par cette information. Une cellule qui était coordonnée par les services de renseignement algériens afin d'attaquer des opposants algériens. هذا مؤسف جدا. هو ماهوش جديد النظام، لأن النظام العسكري اغتال فيما سبق معارضين جزائريين. ما أتذكر محامي مصري في 1967 في فرنسا. مصلي علي مصلي في 1997. هذا الخطوه اللي هوها
المعارضين اللي نشطوا خصوصا في اوروبا، ياكد على ان النظام خياراته قليلة وراه في حل، وباغي يكرس الهويه نتاعو بشكل يعني فظيع. يعني يلجا الاسلوب مثل هذا يعني المعارضين. هذا عار الجزائر للاسف. اسلوب ماهوش اسلوب يعني اللي ينقذ هذا النظام. يعني النظام تصرفات بعض اللي ينتمون الامنيه، واللي اكد من خلال تورط الوزير الدفاع السابق خالد نزار ولطفي نزار. هذا نظن انه عار عن الحاكم، وانه التبع القضائيه والتحقيق على مستوى المحاكم الاوروبيه بكشف حقيقه التسريبات وحقيقه هذا المخطط، حتى يكون ردع لهؤلاء المجرمين، وما يكونش تأكيد حقيقي للمعارضين للوطنيين اللي يعارضوا من اجل خير الجزائر، خير الوطن. انا متاسف لهذه الحاله اللي وصلنا لها، واللي ما كنتش نتوقع انهم غادي يعاودوا يحيوا هذه الاساليب الدنيئه اللي بالتاكيد اذا وصل بهم انهم نفذوا امر مثل هذا في حق المعارضين، غادي تكون فضيحه كبيره لهذا النظام. ولهذا من السلامه الاحرار الجزائريين كلهم على راسهم عبدو سمار، ربي يحميهم ان شاء الله، ونتمناو ما يوصلش بهم. Merci Walid. Naïm Kamal, il me semble qu'on est en présence d'un véritable scandale d'État. Un réseau parallèle constitué par des agents de renseignement algériens tente d'assassiner des opposants connus, comme Abdou Sammar, comme Hicham Abdou, des gens qui sont connus. Abdou Sammar, je t'invite à venir au Maroc, tu seras mieux protégé. Bon, maintenant, plus sérieusement, vous savez, quand il s'agit de renseignement, on est toujours dans le noir. Et il faudrait rester très prudent. Ceci étant, le régime algérien, mais pas seulement depuis l'indépendance, a une longue tradition de liquidation de ses opposants. Ça a commencé, je cite quelques noms célèbres, il y en a d'autres moins célèbres. Je cite Abbad Ramadan en 1957, il a été tué dans la région de Nador par Boussouf. Je cite Haïdar, assassiné en Espagne. Je cite Karim Belkacem, et tous des historiques du FLN, de vrais fondateurs et de vrais militants. Je peux citer le plus illustre qui a été assassiné et abattu publiquement en Algérie même, alors qu'il a été appelé pour essayer de sortir le régime algérien de l'ornière dans laquelle il s'était placé quand il avait réalisé son coup d'État sur les urnes. C'est Mohamed Boudiaf qui a été abattu froidement par un sbire des services, mitraillé publiquement dans un amphithéâtre. Et donc, Walid a parlé tout à l'heure de Ali Msalli, qui a été assassiné en 1987 à Paris, en France. Donc, ce n'est pas nouveau, et on sait que pareils assassinats se sont déroulés énormément sous le régime militaire algérien. C'est dans sa tradition. C'est un régime qui s'est forgé dans la violence, qui ne peut vivre que par la violence et dans la violence. Donc, que ces informations
sur la tentative d'assassinat ou les projets d'assassinat d'opposants algériens en Europe ne me surprend pas, ne m'étonne pas. Alors je n'aurais qu'à demander d'abord à ceux que je connais, à mes amis, de bien se protéger, de bien faire attention à eux-mêmes et de demander la protection des pays hôtes. C'est important parce que telle information doit interpeller les services français, doit interpeller les services allemands, doit interpeller les services britanniques, doit interpeller les services espagnols. Tout le monde doit être interpellé pour que ces gens-là puissent jouir de leur liberté d'expression sans que leur intégrité physique ne soit mise en question ou la cible d'assassins en villégiature en Europe. Abdou Sammar, ce qui m'étonne le plus, ce n'est pas que les services de renseignement aient cherché à terrifier ou bien à menacer les opposants. Ce qui m'étonne, ce qui me stupéfait, c'est le cafouillage autour de cette affaire. C'est les enregistrements qui filtrent. On a l'impression qu'il y a vraiment une guérilla intestine entre branches de renseignement algériens. Non, Karim, en fait, c'est une opération qui a échoué magistralement. Il y avait un ancien dissident du DRS, en l'occurrence Abdelkader Tira, qui avait été instrumentalisé par le numéro 2 du renseignement extérieur algérien, colonel Hossein Hamid Boulahia, que moi, personnellement, que j'ai dénoncé depuis de longs mois. Oui, sur Algérie Part, on a eu droit à plusieurs articles. Voilà, Algérie Part, on avait tiré la sonnette d'alarme. Ce monsieur n'est pas originaire du renseignement extérieur, c'est un ancien de la lutte antiterroriste des années 90 qui a été donc injecté au sein de le renseignement algérien. Il ne maîtrise pas ni les codes, ni les us, ni les coutumes du renseignement algérien. Il a reproduit les méthodes brutales et guerrières de la lutte contre le terrorisme en essayant de les exporter sur le terrain du renseignement extérieur. Ce qui est une catastrophe, ce qui a donné ce que vous avez tous écouté et entendu. Le plus grave encore, c'est que les services secrets algériens ont voulu réhabiliter un certain Abdelkader Tira, qui était un dissident, qui était considéré comme un traître pour l'Algérie, en fuite depuis 1999 et qui a témoigné contre l'État algérien dans plusieurs massacres des années 90, comme les mois de Tébéline. Ils ont voulu le retourner en lui proposant de pister les opposants algériens, de collaborer avec eux pour monter cette cellule parallèle qui devait être donc composée d'éléments qui ne seraient pas organiquement liés au renseignement algérien. Comme ça, s'il y a un dérapage qui aurait été constaté ou débusqué par les services de sécurité occidentaux, l'État algérien ne sera pas compromis. Donc c'est des méthodes de voyous, de barbouze, et ça a tourné au vinaigre parce que les financements qui ont été promis pour cette cellule n'ont pas été distribués, n'ont pas été... on parle de 250 000 euros. Voilà, on parle d'entre 250 000 à 350 000 euros qui avaient été promis pour cette opération. L'objectif de cette opération reste sombre. Ta peau ne vaut pas très cher. Hein. Ta peau ne vaut pas très cher chez les Algériens, chez les renseignements. Vu la crise actuelle... à diviser sur 5 ou 6 opposants, 350 000, ça fait pas beaucoup. Moi, j'aurais aimé que cet argent soit utilisé pour financer des écoles, des hôpitaux, acheter des vaccins, des médicaments pour les cancéreux algériens ou pour des chauffages pendant les écoles des enfants algériens. Après, encore une fois, c'est une opération qui est parallèle, c'est-à-dire qu'il s'agissait de payer des voyous, des délinquants en Europe pour nous agresser, pour s'en prendre à nous, pour nous voler. Voilà, donc ils n'ont pas recruté des tueurs à gages professionnels. Ouais, voilà. C'est le moins qu'on le puisse dire. Lamine Oulsem, quel commentaire sur ce cafouillage du renseignement algérien? Alors, j'avoue que je n'ai pas plus d'éléments que ce que vous avez évoqué tout à l'heure et ce que j'ai vu notamment sur les médias en ligne. Ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas la première fois, si jamais cette histoire s'avère vraie, qu'un régime arabe ou africain s'en prenne à ses opposants à l'extérieur, surtout après avoir muselé habituellement les oppositions à l'intérieur, ils s'en prennent aux opposants à l'étranger, soit en les liquidant, en les neutralisant, parfois en les compromettant. Cela dit, si ces faits s'étaient passés dans les années 60, 70, 80, 90, ça ne m'aurait pas étonné puisque c'était un usage courant. C'était quasiment une tradition dans beaucoup de pays arabes et africains.
Mais aujourd'hui, en 2022, et surtout les éléments que nous avons me paraissent quand même assez légers pour des services de renseignement comme ceux d'Algérie. Quelle est l'utilité d'éliminer un journaliste à l'extérieur et quel est le gain à gagner? Je pense que les initiateurs les auteurs de cette initiative, je pense qu'ils ont, si jamais ça s'avère vrai, je pense que c'est un acte très excessif par rapport à ce qu'elle pourrait constituer éventuellement comme Anas, Abdou ou Hicham Aboud, etc., etc. Je pense que c'est des méthodes à notre âge, en fait, si jamais cette histoire s'avère vraie. Bah, nous allons clore ce malheureux chapitre. Walid Kibir, tu as suivi de près le report du sommet arabe d'Alger. Tu l'as commenté en long et en large sur YouTube. Alors, on aimerait un éclairage. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé? Pourquoi ce report? Ce report est suite à... Il y a un problème entre le régime algérien et les Arabes, surtout les pays de Golfe. مجلس التعاون الخليجي أعلن عدة مرات أنه يدعم مغربي الصحراء، وكان آخر تأكيد على هذا الموقف من الصراع في الصحراء هو اللقاء اللي دار وزير الخارجية نصر مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي اللي كان افتراضيا واللي اعلن عبر الامين العام لمجلس التعاون الخليجي ان دول الخليج تاكد على دعم المطلق للمغرب في الصحراء المغربيه. وهذا انا كما يقولوا عندنا هم يقولوا البوفوار ميليتير ريغل روحان سقم روحان. هذه هي دونك البوفوار ميليتير راه ورطه وحط روحها فيها. انا كنت صورني انه بيسك قطعت العلاقات مع المغرب، بيسك غلقت المجال الجوي مع المغرب، علاش تروح مع عربي؟ لان هنا روحها في موقف خارج، وهنا روحها في واحد لا سيتوياسيون كومبليكي ما خلاكش يعقد القمه كما راه هو كما تصور. هذا الموقف، النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو n'ont pas accepté les pays du Golfe la proposition du régime militaire algérien باش le régime le pouvoir de Bachar al-Assad يرجع للإيجار. وهذا رغم ان كان فيه يعني توافق بينهم وبين مصر، لان مصر تحمست نوعا ما لعوده نظام دمشق جميع الدول العربيه حتى الامارات، لكن الموقف الصارم تاع العربيه السعوديه خلى عربيه قطر هذه الفرضيه عوده نظام بشار الاسد الى جميع الدول العربيه. اصبح من الصعب انه لو سومي راه يحكم النظام العسكري ينظموا في الجزائر وينجح الى ما قبل. النقطه الثالثه اللي خلق خلاف ما بين دول مجلس التعاون الخليجي ونظام الحاكم في الجزائر هو التدخل الايراني، الموقف المتدخل من النظام العسكري من خلال ما يقوم به النظام طهران تجاه دول استقرار دول الخليج. وهذا يخلى مجلس التعاون الخليجي تضغط من اجل ان يغير المواقف نتاع النظام العسكري. وهناك تدريبات رانا شفنا الامام العربيه السعوديه ما استقبلش ولي العهد، ما استقبلش الملك سلمان، مشى للامارات. بس il n'était pas accueilli par Saïd, il n'était pas accueilli au Qatar par Sheikh Tamim. وهذا c'est un échec pour العمامره، c'est un échec pour العمامره pour l'organisation de ce sommet. كاين un autre point très important, c'est que كاين خلاف داخلي ما بين عبد المجيد تبون ورمضان العمامره اللي يحاول عبد المجيد تبون انه يكارتي العمامره لانه حس بان العمامره يحاول يتهرب من العسكر بشكل كبير.
لعله من الرضا ويكون خليفه تبون اللي يفشل الان لا على المستوى الداخلي ولا على المستوى الخارجي. راكم شفتوا كان القاهره افونتيير استقبله السيسي، راح ترحم على انور السادات، ما راحش على جمال عبد الناصر، وهو اللي رفع شعار انه تطبيع، ومشى ترحم على انور السادات اللي هو الزعيم العربي الاول اللي اقام علاقات مع اسرائيل. هنا نشوفوا ان النظام الحاكم بالبلاد ورط روحه فيما يخص سعيه نحو تنظيم احتضان هذه القوى، وشديد في هذا الامر وان الدول المتحده والخليجي راها اكثر وضوح واكثر صرامه فيما يخص الازمه الموجوده في هذا النظام الحاكم بالمغرب. واعتقد انه سيتم اجتماع جمعيه الدول العربيه في مارس حول الازمه ما بين الجزائر والمغرب، والخليج تسعى وتضغط حاليا باش النظام العسكري يتخلى عن هذه السياسه العدائيه وباش يعيد النظر في العلاقات في المغرب. وممكن انهم طلبوا باش يرجع العلاقات في دار الحاب ينظموا الحكومه العربيه. وانا اعتبر ان هذه فرصه، وهذا نعتبرها فرصه بوتيتر الضغط نتاع الدول الخليج يساهم في حل الصراع المغربيه بهذا الملف ولما لا. لكن Merci Walid. Abdou, alors, quel commentaire? C'est une débâcle diplomatique algérienne? C'est quoi? C'est des bisbilles entre Tebboune et l'Amamra? C'est quoi réellement? Qui se cache derrière le report du sommet arabe d'Alger? Non, le report Karim était prévisible. Le régime algérien a dévoilé au monde entier son amateurisme diplomatique. Je dirais c'est de l'amateurisme diplomatique pur et simple. Une telle erreur de casting ne se serait jamais produite à l'époque de Abdelaziz Bouteflika. Avec la gestion et la gouvernance dont faisait preuve le régime Bouteflika durant ces 20 dernières années, bien avant sa chute, on n'a jamais connu des couacs de cette sorte, ou de la sorte, ou de cette dimension, de cette envergure. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'Algérie n'est pas prête pour accueillir ce sommet arabe, pour 2 ou 3 raisons. La première raison, c'est que pour aboutir ou essayer d'obtenir la réussite de ce sommet, il fallait un cachet particulier, il fallait un acquis. L'Algérie a totalement misé sur la réintégration de la Syrie dans le giron de la Ligue arabe. Et elle a beaucoup espéré qu'à travers cette réintégration, elle va renforcer son axe avec Moscou. Elle croyait réellement et sincèrement que le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe lui permettrait de renforcer son axe avec Moscou et son partenariat avec le géant russe, pour ne pas dire le protecteur russe. Malheureusement, la diplomatie algérienne était divisée. En ce moment, il y a plusieurs pôles. Il y a Abdelmajid Tebboune qui veut imposer son tempo. Son entourage qui veut imposer une certaine feuille de route et un certain rythme de traitement des affaires. L'Amamra, lui, il a une autre manière de travailler, une autre méthodologie, une autre vision. Et ça ne coïncide pas. C'est-à-dire que nous avons... Auparavant, il y avait un président de la République qui détenait tous les pouvoirs, qui est Bouteflika, qui n'a jamais concédé quoi que ce soit sur le terrain diplomatique, sur le terrain des affaires étrangères. Et là, nous avons plusieurs pôles. L'Amamra est affaibli, il n'est pas écouté, et est en train de subir ce que Sabri Bourkadoum a subi avant lui. Rappelez-vous, le président ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourkadoum, entre 2019 et 2020, qui a fini par quitter son poste parce qu'il s'est disputé avec l'entourage de Tebboune à plusieurs reprises. Donc ce sommet était organisé avec un monstre à plusieurs têtes. Et chaque tête pensante voulait ou réclamait une action, une mesure qui ne correspondait pas réellement à l'agenda des événements internationaux. L'Algérie aujourd'hui aurait pu s'adapter à l'actualité régionale, à l'actualité internationale, en relevant un seul défi. C'est-à-dire essayer de prendre un dossier, par exemple le dossier palestinien, le dossier soudanais,
le dossier irakien, mais s'attaquer comme ça de front à la question syrienne, alors que l'Algérie savait pertinemment que la majorité des monarchies du Golfe étaient opposées à ce retour-là, ça a joué contre les intérêts de l'Algérie. Et puis, je vous rappelle le problème avec le Maroc. L'Algérie n'est pas crédible. Comment voulez-vous réconcilier les pays arabes avec la Syrie lorsque nous-mêmes, les Algériens, on a un problème avec les Marocains? C'est un problème de crédibilité et d'impertinence. Donc tu ne peux pas t'imposer comme l'arbitre qui ramène la paix au niveau de la région, qui peut stabiliser la région, qui peut être un acteur de réconciliation, alors que toi-même tu prêches la guerre et tu prêches l'escalade contre ton propre voisin. Donc ça est beaucoup, on a senti beaucoup de gêne chez les Égyptiens, chez les Jordaniens, chez les Saoudiens, chez les Émiratis, chez les Koweïtiens. C'est-à-dire cette posture-là, c'est pas l'élément fondamental qui explique le report. Mais cette gêne, cette situation de tension entre l'Algérie et le Maroc avait... le sommet s'était tenu réellement au mois de mars. Je pense qu'aucun pays arabe n'aurait envoyé un leader de très haut niveau. Notamment les pays du Golfe, ils auraient envoyé uniquement leur chef de la diplomatie, ce qui aurait été une humiliation pour l'Algérie. Et le régime algérien cherche à travers ce sommet à faire valoir, il cherche un moyen de savoir comment rebondir sur la scène mondiale et sur la scène diplomatique. Lamine Ould Salem, alors, ce report est une bonne chose ou une mauvaise chose pour la Ligue arabe, pour le retour de la Syrie, pour les relations entre le Maroc et l'Algérie? Évidemment que c'est une mauvaise chose. Évidemment que c'est une mauvaise chose. Ça rajoute encore ça renforce encore ce sentiment de déception qui prévaut aujourd'hui dans le monde arabe vis-à-vis de la Ligue arabe. On se souvient que dans les années 50, 60, 70, 80, la Ligue arabe était un acteur majeur des relations internationales. Elle avait son mot à dire sur les grandes crises. Et là, malheureusement, cela fait plusieurs années que la Ligue arabe n'est plus que l'ombre d'elle-même. Il faut dire que cela peut-être remonte à plus de 10 ans. Le contexte actuel, à mon avis, personnellement, je n'ai jamais d'ailleurs cru que le sommet d'Alger pouvait avoir lieu, vu le contexte dans lequel se trouvent les rapports entre un certain nombre de pays arabes importants, l'Algérie, et notamment les malentendus sur les dossiers, par exemple, syriens, et les positions qui sont très différentes sur des questions majeures comme le dossier israélo-palestinien. Mais cette apparition subite d'une crise entre l'Algérie et le Maroc, je pense, rendait très difficile la tenue de ce sommet en Algérie, vu les relations privilégiées entre le Maroc et un certain nombre de pays arabes majeurs qui ont un poids diplomatique beaucoup plus influent que les autres, notamment les monarchies du Golfe. Et je pense, mais là, il faut plutôt se poser la question, est-ce que ce report n'est-il pas le signe du début de la mort, du processus de disparition tout simplement de la Ligue arabe? C'est une des rares organisations régionales qui aujourd'hui se montre inefficace sur tous les plans, aussi bien politiques que diplomatiques, que même en termes de coopération entre pays arabes sur les questions de développement, sur l'économie, etc. La Ligue arabe est complètement absente. Un groupement régional comme la CEDEAO en Afrique est beaucoup plus efficace aujourd'hui, en dépit de ses limites, que la Ligue arabe. La CEDEAO efficace, c'est beaucoup dire, non? Trop dire. Pour l'instant, non. Sur certains aspects, quand même, l'intégration économique, etc., oui. La libre circulation des personnes et des biens. La CEDEAO est en train de vaciller. Ça sera le troisième sujet, donc, avec la France. BG. Non, Naïm, tu crois que tu rejoins un peu Lamine? Oui, non, je rejoins Lamine, pardonnez-moi, je rejoins Abdou et je rejoins Walid, qui malheureusement n'a pas été bien audible à cause peut-être de problèmes de micro. C'est dommage que ce qu'a dit Walid n'ait pas été vraiment très clair parce que c'était très intéressant. Également ce qu'a dit Abdou et ce qu'a dit... donc je n'ai rien de particulier à ajouter, sauf que peut-être l'Algérie souffre aujourd'hui de bipolarité. Bipolarité au sens psychiatrique du terme. Il y a un dédoublement de
de la personne, c'est-à-dire dans ce sens où il y a une perte de contact avec la réalité du terrain, la réalité géopolitique régionale, internationale, et ils ont cru que de reproduire le discours des années 70, nasseriste, panarabiste, allait suffire à remettre ensemble et aller redonner à l'Algérie son leadership, toute proportion gardée, de l'époque. Donc il y a cette capacité à se tromper tout le temps dans l'appréciation des faits et des événements et de leur cours. Il y a aussi maintenant aujourd'hui, Lamine l'a bien dit, la Ligue arabe n'a plus de sens. La Ligue arabe a été le produit de la volonté panarabiste qui n'a plus sur le terrain de prise, qui a été porté par un discours nationaliste, panarabe, de solidarité, mais qui au fond n'a produit que la défaite de 1967 et tout ce qui en a résulté, parce que jusqu'à aujourd'hui, ce que le monde arabe subit est le résultat de cette stridente défaite qu'a subi le monde arabe en juin 1967 devant Israël, qu'on considérait comme un petit État qu'on allait bouffer d'un tour de main. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va partir d'une suprastructure pour essayer d'unir ce monde. Il faudrait revenir à la base. Il faudrait revenir, tu as cité la CEDEAO, il faut revenir aux regroupements régionaux. Et c'est à partir de là, c'est-à-dire, on va les appeler comme ça, des micro-regroupements au niveau régional, qu'on pourrait fédérer l'ensemble. Donc il y a toute une démarche, toute une approche à revisiter pour qu'on puisse parler. Et puis même lui-même, le mot Ligue arabe n'a plus vraiment de sens. Déjà qu'on a un problème avec la Mazère au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye et même en Égypte. Donc il y a, c'est-à-dire l'identité arabe elle-même est à redéfinir. Et le fait même que pour le Maghreb arabe, on a trouvé la parade. On parle du Grand Maghreb. Et on a réglé un peu le problème. On peut intégrer l'Égypte. On peut intégrer l'Égypte, etc. Mais pour le reste, il faut essayer de trouver une structure, une appellation qui pourrait fédérer les confluents propres à chaque pays, les composants de chaque pays. C'est-à-dire, il faudrait une nouvelle dynamique, une nouvelle réflexion sur ce que cette sphère qu'on appelle communément le monde arabe et qui n'est plus le monde arabe. Oui, merci Naïm pour cet éclairage. Je vais passer au troisième sujet de cette émission, consacré au coup d'État en Syrie, à la pandémie de coups d'État qui surviennent en Afrique de l'Ouest principalement. Alors là, je vais m'adresser à Lamine Ould Salem, véritable... bon, il est spécialiste du sujet. Alors Lamine, la France a-t-elle mal à son Afrique? En tout cas, je pense que c'est... cette série de coups d'État qui se succèdent dans la sphère d'influence traditionnelle de la France n'est pas du tout un bon signe pour la France. Même si les situations sont plus ou moins différentes d'un pays à un autre, on avait par exemple, la France n'était pas du tout mécontente réellement de la prise du pouvoir par la Guinée. Mohamed Idriss Déby au lendemain du décès de son père. Le maréchal Idriss Déby, mais par contre, je pense qu'elle a été surprise par le coup d'État contre le duo de la transition au Mali au mois de mai dernier, Bandaw et Mokhtar Wan, et qu'elle a été aussi surtout surprise par ce qui vient de se passer au Burkina Faso. Ce que l'on craint aujourd'hui, c'est que cette série de coups d'État soit le début d'un retour en arrière à l'époque où quasiment toute la région était sous, exception faite peut-être du Sénégal ou d'autres pays, un ou deux autres pays, que la région se retrouve maintenant quasiment toute sous la botte de juntes militaires. Alors,
Est-ce que la France a-t-elle vu ses putsch venir? Qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour les prévenir? Je pense que dans l'un ou dans tous les cas, à l'exception du Tchad où la prise du pouvoir de Mohamed Idriss Déby c'était quasiment fait avec le consentement des Français. C'est un coup d'État aussi contre la légalité. Oui, évidemment, vous savez, il y a Ce qui m'étonne, c'est cette dualité de la France, dénoncer un coup d'État au Burkina ou au Mali, mais l'accepter au Tchad. La Guinée. Tu as tout à fait raison, Karim. Justement, cette gestion très différente des cas, c'est-à-dire une complaisance, on ferme les yeux sur le Tchad parce que c'est un allié militaire extrêmement important dans la région et d'ailleurs depuis toujours, et qu'on condamne le coup d'État au Mali. Mais pas en Guinée. En se montrant moins radical vis-à-vis de la Guinée, par exemple, tout cela renforce ce sentiment anti-français qui existe, et d'ailleurs qui n'est pas nouveau en Afrique. Il faut rappeler qu'il y a toujours un sentiment anticolonial. Au lendemain des indépendances, il y a toujours un sentiment chez certaines franges des opinions africaines contre ce qu'on appelait à l'époque le néocolonialisme, etc., le soutien aux dictatures, jusqu'à la conférence de la Baute qui a favorisé l'instauration du multipartisme et l'élection des régimes civils. Cette gestion assez pour le moins pas unanime de la France de différentes crises dans les différents pays a fait qu'aujourd'hui il est très difficile d'avoir des arguments devant ces courants d'opinion de plus en plus anti-français. Et je pense que là, ce qui suivra de la gestion que fera la France aujourd'hui, ses alliés, n'oubliez pas quand même que la France, en général, travaille beaucoup avec la CEDEAO. D'ailleurs, et je pense que la gestion qu'on fera du coup d'État qui va de se passer au Burkina Faso, je pense qu'il va beaucoup peser, la manière de gérer ce coup d'État va beaucoup peser sur la suite. Merci Lamine Oulselm. Alors, Walid Kibir, France تلعبوا على الحبلين, elle joue sur deux tableaux. Elle adoube certains coups d'État, on dénonce d'autres, mais semble perdre du terrain par rapport à la Russie en Afrique de l'Ouest. Pas uniquement. Il y en a la Turquie. On prend l'exemple, le coup d'État de la Guinée. Le président Walid, est-ce que tu peux régler ton micro s'il te plaît? Je reviens vers toi, mais règle le micro, on n'entend pas bien. Ah bon? Non, là c'est mieux, là c'est mieux. Là c'est mieux, ouais, c'est nettement mieux. Alors, le président non. Ah bon? Ouais, il y a un problème. Bon, je reviens vers toi après, essaie de régler le problème et je vais vers Abdo. Rapproche le micro de toi. Non, c'est des coupures. Même moi, je n'entends pas du tout. Vous m'entendez? Vas-y. Alors. Non, il y a un problème de coupure régulière de son. Pardon, on n'arrive pas à entendre Walid. Non, on t'a perdu. On revient vers... Oui, là c'est... Vas-y. Alors, le président Alpha Conti كان زار تركيا تقريبا un mois. اللي وقع في غينيا انا نتوقع بان فرنسا عندها يد فيها، وهذا راجع توغل دول اخرى في غرب افريقيا. Vous m'entendez? Oui. Très mal. Oui. Ah ouais. Malheureusement. Oui, mais vas-y. Alors, توغل الروسي، وجود الترك، وجود الصيني، هذا كله هي عوامل خلت فرنسا تشعر بالقلق. On ne doit pas oublier que la France récolte pratiquement 400 milliards d'euros annuels من l'Afrique, où la présence de la Turquie, la présence de la Chine, la présence de la Russie, ça gêne les intérêts de la France. La France est même
ما كانش تشوف بعين البيضاء حتى التواجد المغربي في دول غرب افريقيا. وهذا يخلي انها الريجيم تاع هذه الزيتا اللي تحس فيها نوع من الهشاشه يتعرضوا للانقلابات القوه اللي رانا نشوفوا انه وقعوا 3 انقلابات مؤخرا. سي سي بيان دوماج، ولكن لا بريزونس الدور الفرنسي اعتقد انه عنده دور كبير في اللي راهو الان، لان كاين تنافس وكاين صراع ما بين دول انها تزيح فرنسا من افريقيا الغربيه، حابه انها تكون عندها امبار في لا زون تري ريش. L'Afrique de l'Ouest est une zone très riche. Donc, est-ce que l'on voit une déstabilisation dans ces pays sur le plan politique? هذا ماهوش مبني من الفراغ، بل كاين الدور هذا يمكن انه يكون فرنسي بالاساس حتى تبقى الاوضاع سيطرتهم. هذه هي النظره تاعي لما يقع حاليا في بعض الدول الغربيه. Merci Walid. Abdou Semmar, alors, quel regard tu portes sur ces successions de coups d'État? Tu dois quitter. Merci Walid, à la prochaine, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, à la semaine prochaine. Alors Abdou, vas-y. Voilà, en dépit des conditions difficiles, nous sommes à l'image du monde arabe. Des conditions très difficiles, très compliquées. Non, les coups d'État, on ne peut pas nier que l'avancée, les victoires des groupes djihadistes sont à l'origine de ces coups d'État. Les États de l'Afrique de l'Ouest sont en train de s'effondrer les uns après les autres. Ils ne sont pas outillés pour défendre l'intégrité territoriale de leur pays face à des groupes armés financés par les entités étrangères et des groupes armés qui profitent de la pauvreté, de la misère sociale, de l'extrême des fléaux sociaux comme la sécheresse par exemple. Et les conséquences économiques désastreuses de la pandémie de la Covid-19 sur l'économie de ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Les États de l'Afrique de l'Ouest sont en train de s'effondrer. Le Mali, l'un des pays les plus pauvres du monde. La Guinée, pays très pauvre aussi. Le Burkina Faso qui se débrouille très bien jusque-là. Mais le président Kabouré n'avait pas les atouts nécessaires pour redresser le pays. Les militaires ont été mis sous pression par les populations locales pour reprendre le pouvoir. C'est la conséquence directe de l'échec de la lutte contre le terrorisme. Les gens oublient, notamment les observateurs du pays africain, que la lutte contre le terrorisme n'a rien à voir avec la lutte contre les guerres civiles ou les violences civiles. Le terrorisme exige beaucoup d'argent, exige des armées sophistiquées, exige des sociétés civiles structurées, exige des campagnes de déradicalisation, exige des efforts de développement local, exige énormément d'investissements publics pour permettre à la population de ne pas céder au chant des sirènes des groupes armés terroristes. Moi, je crains vraiment une déstabilisation majeure du Sahel. Je pense que la contagion ne va pas s'arrêter là. J'ai peur que le nord de la Côte d'Ivoire va déstabiliser et que les Ivoiriens du Nord, je pense que vont reprendre ou vont retrouver les vieux démons de la division. Je crois que le Tchad ne va pas pouvoir tenir longtemps. Je ne sais pas ce qui va se passer au nord du Cameroun, au nord du Nigeria. Mais on a le Cameroun, un Pambi à vieux. On a Denis Sassou Nguesso qui a 82 ans. Et puis, là, c'est deux successions très difficiles. Très difficiles. Puis attention, cette contagion peut monter au nord. Allez, nous sommes dans tous ces pays-là, c'est des pays qui sont voisins directs ou indirects avec l'Algérie. Rien ne peut, on n'est pas à l'abri en tout cas d'un scénario de coup d'État militaire en Algérie, avec un régime divisé, avec une classe dirigeante qui ne se renouvelle pas, avec une moyenne d'âge de 80 ans, 75 ans. Demain, si on a quelques jeunes généraux de 60 ans ou de 65 ans, ils peuvent rapidement s'unir et profiter de l'anarchie qui prévaut plus haut au sommet du pouvoir pour dire voilà, on va faire comme les Burkinabés, on va faire comme les Maliens, après on va pactiser avec les Russes, on va chercher le soutien des Chinois, après on va négocier avec les Européens et les Américains, et voilà, ça peut se répandre comme une traînée de poudre, attention, les pays du Maghreb ne sont pas à l'abri, la Tunisie, bon la Tunisie n'a pas une grande armée, n'a pas un appareil sécuritaire très développé, mais elle a une institution militaire qui vaut ce qu'elle vaut.
mais avec les dérapages et les dérives du président tunisien actuel, ça peut rapidement monter à la tête des militaires, de prendre le pouvoir et de garantir la stabilité. Malheureusement, sur un ensemble de pays africains, il y a une nouvelle mode qui est revenue avec la conviction que la stabilité, l'ordre public, la sécurité ne peuvent être garantis que par les militaires. Et sans stabilité, sans ordre public, sans sécurité, il ne peut pas y avoir de développement. Donc même les opinions nationales vont être favorables aux interventions militaires dans les champs Je vais faire un politiques. tour de table en commençant par Naïm sur cette question. Les nouveaux coups d'État semblent très populaires parmi les populations. On craint la contagion pour d'autres pays. Est-ce que, franchement, la France n'a pas failli dans la construction ou l'aide à la construction d'États post-indépendants forts? Naïm. Que l'État français, que la France, pardonnez-moi, ait failli, c'est certain. Quand ils sont partis en 2013 avec l'opération Serval, je crois que c'était en 2013, ça fait déjà longtemps, c'était pour cantonner le djihadisme au Mali et que, au contraire, qu'est-ce qu'on a constaté, et Guterres vient de le dire, en parlant du Sahara et du Maghreb, qu'on voit que le djihadisme est en train de progresser, au contraire, qu'il est en train de partir vers l'océan et s'étend. Bon, cela maintenant fait un bon bout de temps qu'on parle que l'Afrique est devenue un nouvel enjeu des puissances. On a vu la Chine arriver, pour ne parler que des grands. On a vu la Russie, j'y arrive, là, je parle par ordre hiérarchique. On a vu la Chine venir sur le continent africain. On a vu donc la Russie revenir sur le continent africain où il était très présente à l'époque où il était Union soviétique. Puis on a vu la Turquie et on a vu également des pays théoriquement petits comme les Émirats arabes qui s'y mettent. Et donc de Dakar à Djibouti, on a un vaste territoire qui est déstabilisé sans que la France, qui a été la sous-traitante, disons, pour l'Occident dans cette région, ait pu assurer une certaine stabilité ou faire revenir à une certaine stabilité. D'abord parce qu'ils n'ont pas mis les moyens ou n'ont pas les moyens de leurs efforts, ou ils veulent gagner avec un minimum d'efforts, c'est-à-dire s'assurer leur approvisionnement en minerais riches de la région, sans vraiment payer le véritable prix, qui est un prix, ça a été dit par Abdo, qui n'est pas seulement militaire, il est militaire, mais qui est également un prix pour le développement, le co-développement. Tout cela, on l'a dit, je ressassais depuis les années 70, depuis les années 60, le néocolonialisme, ça a été dit, et donc cette reconstruction. Évidemment, on a souvent dénoncé la France-Afrique, et c'est curieux, moi ce que je constate, c'est que la plupart du temps, les États les plus faillis en Afrique, ce sont les États qui ont été sous occupation française, alors que la zone anglophone, jusqu'à maintenant, est plus ou moins mieux préservée. Donc c'est une question qui interroge, c'est un constat qui interpelle, qu'il va falloir peut-être chercher un peu dans la génétique des colonialismes une explication. À partir de là, la France n'a jamais voulu vraiment divorcer avec le concept de la France-Afrique, et quand elle a voulu le faire, on a vu Macron s'amuser avec des jeunes à Montpellier à dédoubler les chefs d'État, etc. Évidemment, ce sont des situations déstabilisantes pour tout le monde. Maintenant, qu'on me dise qu'au Burkina Faso, alors où le renseignement français est vraiment nul, il n'a pas vu venir. Alors là, vraiment, il faut que Macron s'en occupe et le revoie. Ou alors, il y a anguille sous roche. Ils sont complices. Je ne sais pas, je pose les questions, je m'interroge, je suis un observateur, je m'interroge. Je connais la nature de la présence française au Burkina Faso, militaire, policière, économique, politique, pour qu'on dise qu'il a été pris de court par quelques militaires qui ont tiré des coups en l'air dans des casernes. Et qui ont arrêté pendant le match. Ils ont regardé les pénaltys, après ils ont repris le coup d'état. Bon, c'était anecdotique, mais c'est vrai. Ça fait guignol. Tout cela, ça fait guignol. Maintenant, ça a été dit, effectivement,
La France a une attitude double. On tolère le Tchad et on fait tomber Alpha Condé qui avait des positions de plus en plus hostiles à la France pour amener un colonel et le soutenir publiquement. Il n'y a qu'à voir à lire la presse. Et puis, qu'on soit plus ou moins, parce que ce qui se passe au Burkina Faso, il ne faudrait pas voir la position officielle de la France. Il faut voir ce qu'en dit la presse française. Celle qui donne le là, qui donne le ton. Et alors, on dresse... Donc la presse française est au service du Quai d'Orsay et de l'Élysée? Mais bien sûr, vous savez, ce n'est un secret. Moi, je suis naïf sur ces questions. Non, arrête. Arrête de dire des bêtises. Le naïf dans cette histoire, c'est moi. Moi, on le sait, c'est quand il s'agit des intérêts. Quand vous prenez la Chine, la Russie, la presse française s'aligne. Dites-moi, là où il y a montrez-moi une dissidence. Et donc, on voit cette presse en train de tresser des lauriers au colonel burkinabé qui a pris le pouvoir, et en essayant de dire l'incompétence et les insuffisances du président élu ne sont pas étrangères à ce qui se passe. Alors qu'on sait que le premier responsable de la situation, qui a été incapable avec Serval ou avec Barkhane ou avec quoi que ce soit, qui a été incapable vraiment de contenir ou n'a pas voulu contenir vraiment le terrorisme, c'est d'abord l'État français. Lemine, quelle réaction par rapport à ce que dit Naïm? Naïm dit tout haut ce que beaucoup d'Africains disent aujourd'hui. Hein. Même si, pour ma part, moi je préfère plutôt indexer la responsabilité des Africains eux-mêmes. Oui, ça, oui. On a été incapable de construire des États dignes du nom. Je pense qu'on a... quand on regarde un pays comme... ce qui n'exclut pas la responsabilité de la France, bien sûr, dans ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, notamment en termes d'échec de son intervention. Serval, qui a été décidé brusquement comme ça pour chasser les djihadistes des villes de Tombouctou et de Gao qu'ils occupaient à l'époque, puis Barkhane qui l'a suivi, semble avoir occulté un aspect extrêmement important, c'est que d'abord la crise malienne était une crise politique. Et il n'y a pas eu, et la solution qui a été privilégiée à cette époque-là, les accords négociés à Alger puis signés à Bamako, ce qu'on appelle le processus d'Alger, puis le processus électoral qui a abouti sur l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta à cette époque-là, à mon avis, ne semblait pas être les meilleurs outils pour sortir le Mali à cette époque. Le Mali, son problème n'était pas le problème d'un président ou d'une autorité légitime, c'était un problème politique extrêmement grave entre des rebelles dans le nord, les Touaregs notamment et les Arabes, et le gouvernement central. Et l'intervention militaire n'a pas du tout favorisé, à mon avis, ni les accords d'Alger d'ailleurs, qui n'ont même pas été, je pense que tout le monde le sait, ils n'ont jamais été rédigés ni par les Maliens, ni par la rébellion. C'était des accords rédigés par les Français et les Algériens, et qu'on venait comme ça soumettre. On a quasiment obligé les deux parties à les signer sans qu'elles soient, c'est-à-dire sincèrement convaincues du contenu de ces accords-là. On se retrouve dans une situation d'impasse où ces accords sont quasiment inapplicables. Vu du Sud, ça donne quoi? On donne quasiment une autonomie aux régions du Nord, puisqu'il est prévu l'élection des exécutifs régionaux, ce qui donne quasiment une fédéralisation du Mali. Vu du Nord, ces accords ne tiennent pas en compte, ne donnent pas suffisamment de garanties pour l'intégration, notamment des combattants ex-rebelles au sein des armées maliennes, mais surtout notamment en termes de poids politique pour ces communautés-là, dans la gestion du futur État malien, la redéfinition notamment de la Constitution, de l'identité de l'État, etc. etc. Au final, on se retrouve avec une crise qui était contenue au seul nord du Mali, qui aujourd'hui contamine quasiment tout le Mali est touché, le Niger l'est également, le Burkina, le Bénin l'a été, le Togo, et là, on craint que même la Côte d'Ivoire, Abdou l'a souligné tout à l'heure, et la crainte aujourd'hui est que on ne se retrouvera pas dans une situation où la menace djihadiste atteindra les côtes du Golfe de Guinée, notamment la Côte d'Ivoire, les villes portuaires comme Lomé, etc., etc., etc.
Cela n'enlève en rien, ça ne diminue pas la responsabilité des élites africaines. Un pays comme le Mali, qui est presque, donc les 2 tiers même pas, beaucoup plus que les 2 tiers, ne sont pas du tout soumis à l'autorité de l'État. Ou quand vous êtes à Bamako, Karim, nous avons été ensemble à Bamako. Oui, bien sûr. Tu as bien vu qu'à Bamako, tu as l'impression que les élites locales se comportent comme s'ils étaient dans un état normal, alors qu'en fait, le pays était presque entièrement, ces 2 tiers étaient occupés par des groupes armés. Et on a l'impression qu'on ne mesure même pas à Bamako la gravité de la situation, comme si le pays était normal, alors que le pays ne l'est plus. Naïm disait tout à l'heure qu'on est devant une situation où ces États sont quasiment en train de s'écrouler, ce qui est vrai. L'État du Mali, aujourd'hui, certains de mes amis maliens me disent, vous savez, il n'y a plus d'État malien, c'est la République de Bamako. Vous ne pouvez pas circuler au-delà de 100 ou 200 km hors de Bamako. Sans protection militaire. Il n'y a quasiment pas de militaires, ni de gendarmes. Quand vous allez dans le centre, vous allez dans le nord, vous allez dans l'est, ce sont les groupes armés qui eux-mêmes assurent la sécurité des villages et de la circulation des personnes et des biens. Et nous risquons d'assister à la même situation au Burkina Faso notamment, où une très grande partie du Nord, aujourd'hui, n'obéit plus du tout à l'autorité de l'État. Des pays préservés, des îlots de stabilité comme le Sénégal, aujourd'hui au Sénégal, les élites sont extrêmement inquiètes de l'extension de l'instabilité vers l'ouest malien, d'où d'ailleurs des mesures préventives déjà prises, des mesures préventives que multiplient les autorités, et notamment l'armée sénégalaise à la frontière avec le Mali, pour éviter justement que cette contagion atteigne le pays. Mais je pense que la responsabilité première revient d'abord aux élites africaines qui ont été incapables de construire des institutions solides. Et il y a une question quand même que j'aimerais bien poser si jamais j'étais devant un de mes amis maliens ou burkinabés. Comment se fait-il qu'un pays comme l'Algérie a pu contenir la menace, un pays comme le Maroc a pu le contenir, la Tunisie se débrouille très bien contre les groupes djihadistes, la Mauritanie a réussi à sécuriser son territoire, et seuls des pays, et bizarrement, le fait comment ces pays, c'est qu'ils sont arabophones. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit de connaissances au sein des élites et des appareils sécuritaires des pays sahéliens, même le Tchad, qui est à culture dominante arabe, parvient une composante dominante à arabe. sécuriser son territoire. Comment? Non, le Tchad a une composante à dominante arabe. Non, même culturellement, les élites tchadiennes, la langue dominante en arabe, la langue quotidienne, c'est l'arabe, c'est l'arabe tchadien. C'est une variante de l'arabe soudanais. Et comment se fait que ces pays arrivent à contenir la menace, parfois à la vaincre, et les autres? Est-ce qu'il n'y a pas un déficit de connaissance d'abord de la problématique djihadiste, des dynamiques de ces groupes, de l'idéologie, etc. Et un déficit aussi au niveau des services de sécurité. Je me demande combien d'arabisants y a-t-il, par exemple, dans l'armée malienne, dans le haut commandement, dans les services de sécurité. Combien d'arabisants y a-t-il dans l'armée du Niger? Combien y en a-t-il dans l'armée du Burkina Faso? Est-ce qu'il n'y a pas un déficit à ce niveau-là? Ben oui, l'exemple de la Mauritanie qui a pu quand même sécuriser ses frontières et vaincre un peu, il y avait quelques attentats avant, mais les services et l'armée mauritanienne se sont très bien débrouillés avec la reconnaissance de tout le monde. Comme les Tchadiens par ailleurs. Hein. Et comme les Tchadiens par ailleurs. C'est une remarque qu'il faudrait prendre en considération. Merci Lamine Woulsalem d'avoir été avec nous et pour cet éclairage très riche. Merci Naïm Kamal, merci Abdo, merci Walid. Nous arrivons à la fin de cette émission de Maghreb est également. Je dis à mes amis algériens, Abdou Sammar, Hicham Aboud, Amir Dized et Anwar Melk, protégez-vous du corona, mais également du renseignement algérien. À la semaine prochaine.